Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui une vidéo très spéciale pourquoi? Parce que c'est le crossover ultime aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que le crossover ultime? C'est très simple, en gros c'est parti d'une idée que j'ai eue il y a un petit moment, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais vous allez voir, je pense que le résultat est assez cool. Et l'idée en fait c'est de réunir plusieurs vidéastes qui faisaient du travail du coup sur les comics, voilà, donc c'est des vidéastes que je suivais et dont j'aimais beaucoup le travail évidemment. Et du coup voilà, je me suis dit ce serait pas mal de se réunir et de parler du coup à la communauté des comics qu'on aime, donc chacun a choisi un comics qu'il aimait pour faire une grande review. Et ça permet, vous allez voir, d'avoir des comics qui sont très variés en fait, et expliqués par des personnes qui les aiment beaucoup. Donc on aura Tivel qui va nous présenter Éternel, Seule la mort est éternelle. Il y aura Day One Comics qui va vous présenter Dawn of X, donc la saga de Jonathan Hickman sur les X-Men. Donc moi par exemple, je connaissais absolument rien à ce run là, donc je pouvais pas vous en parler. Et du coup vous allez pouvoir le découvrir avec Day One qui lui en parle extrêmement bien. Et du coup je me suis plongé dedans, anecdote pour la vidéo. Et c'est très cool, j'ai beaucoup aimé. Et aussi il y aura Détective Max qui va vous parler de Magneto le Testament, qui est vraiment un comics historique du coup sur le personnage de Magneto pendant la Seconde Guerre mondiale, qui comme il était juif a vraiment subi toutes les exactions des nazis. Donc vraiment c'est super intéressant et c'est un comics très émouvant. Du coup je l'ai lu pour la vidéo aussi, et franchement très bon comics, vraiment je vous conseille de le lire et d'écouter attentivement sa critique parce que vous allez voir c'est super intéressant. Donc voilà, ça permet d'avoir des styles très variés franchement, et je suis très content de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Moi de mon côté je vous parlerai de Super Crooks de Mark Millar évidemment, donc parce que moi j'adore Super Crooks, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, donc on pourra peut-être poursuivre le concept évidemment sur d'autres chaînes YouTube, avec d'autres chaînes YouTube, voilà, mais pas forcément sur la mienne, hein. Moi j'ai lancé l'idée, mais après faire des reviews comme ça globales un peu pour réunir aussi les vidéastes, pour vous permettre de découvrir de nouvelles personnes. Donc franchement je trouve ça très cool comme idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, générique. Et on commence tout de suite avec Tivel, un grand spécialiste de Marvel qui va vous parler de Éternel, Seule la mort est éternelle. Salut à tous, ici Tivel. Pour info, ma chaîne est consacrée à Marvel, comics bien sûr, mais aussi un peu ciné. Cette fois-ci, je pars de mes présentations de personnages et équipes appelées C'est qui, c'est quoi, pour vous parler d'un comics que j'ai choisi pour cette vidéo. Pour ma part, j'ai décidé de vous parler d'un comics assez récent, puisqu'il date de 2021, pour sa publication VF. Son nom, Les Éternels, Seule la mort est éternelle. Un nom qui fait froid dans le dos, et une intrigue gorgée de retournements de situation. Ce comics est écrit par Kieron Gillen, et est illustré par Esad Ribier, et est donc centré sur le peuple des Éternels, créé en 1976 par Jack Kirby. D'abord, il faut vous expliquer le contexte. Car oui, les Éternels, pendant de nombreuses années, on n'a pas trop su ce qui leur est arrivé. En fait, ils sont morts. Et oui, ceux-ci ont appris lors d'un comics Avengers que leur but sur Terre était de cultiver l'humanité plutôt que la sauver. Une nouvelle qui les a rendus fous et qui les a poussés à se suicider. Sympa, hein? Bref, on n'avait plus de nouvelles depuis, jusqu'à aujourd'hui. À l'occasion de la sortie de Eternals au cinéma, les Éternels des comics ont été ressuscités, et ce par une machine de leur propre conception. Icaris, le dernier à avoir perdu la vie, est donc le dernier à revenir d'entre les morts, et nous suivons son aventure. Or, quelque chose cloche. Après sa résurrection, certains Éternels sont assassinés. Au début, pas de stress, la machine existe. Malheureusement, la tension va monter quand ceux-ci vont découvrir une chose: la machine a été piratée. Elle ne ressuscite plus les Éternels, mais un être en particulier, Thanos. Bilan, leur mort est définitive, le titan fou est immortel et dans la nature, la machine en plein dysfonctionnement pourrait détruire la Terre, mais pire que tout, il y a un traître parmi eux. Vous imaginez l'ambiance du comics, où personne ne sait à qui faire confiance, poussant le lecteur à douter sur les intentions de chacun. Un peu à la manière de Secret Invasion et Original Sin, Marvel nous emporte au cœur d'une enquête psychologique absolument géniale. Ce comics permet aussi d'en apprendre plus sur le fonctionnement du peuple des Éternels, resté plutôt flou jusqu'ici. À l'aide de doubles pages schématisant les différents peuples, cités et événements marquants de la vie des Éternels,
L'Uni-Mind, la conscience collective, mais aussi le narrateur du comics, nous permet de comprendre bien mieux tout cet aspect complexe de Marvel. En termes de dessin, ça fait du bien. Des pages magnifiques avec un style abstrait que l'on peut retrouver dans le récit King Thor. Les couleurs, aux tons divers, passent du violet à l'orange en passant par le vert et le bleu. On ne s'en lasse pas. Ce comics est aussi l'opportunité pour Marvel de changer le design et le sexe de certains personnages, pour mieux coller aux versions cinématographiques. Certains costumes restent tout de même inédits, par exemple pour Cersei, Kingo et Phastos, mais des personnages, tels que Sprite ou Tena, sont totalement modifiés. Ce n'est pas la première fois que je parle de ce récit, puisque j'avais découvert ce comics en faisant quelques recherches sur le personnage de Icaris pour YouTube, à l'époque où ce comics était en plein cours de parution. Ce qui m'avait justement permis de n'avoir qu'une envie, connaître l'identité du traître. Si vous rêvez comme moi de découvrir la suite, je ne peux que vous conseiller d'acheter la saga Eternals de 2021. Bien sûr, je ne la communiquerai pas aujourd'hui, laissant la possibilité à vous tous de découvrir par vous-même ce fabuleux récit qui, à mon avis, doit faire partie de votre collection si ce groupe de héros et vilains de l'univers vous intéresse. Avant de laisser la place au prochain vidéaste de ce fabuleux crossover ultime, je tenais à vous dire à bientôt sur nos chaînes respectives. Ciao! Et maintenant, je laisse la parole à Détective Max qui va vous parler de Magneto le Testament. Vraiment, lisez-le, c'est une dinguerie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Détective Max, je suis youtubeur, enfin j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je propose des critiques de comics et aussi de BD. Et aussi, je vous présente ma collection à la fois de figurines ou de commissions d'originaux. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une mini review plus ou moins rapide du comics Magneto le Testament. Donc pour commencer, voici ce comics. Ce comics là est sorti la première fois le 9 octobre 2009. Il est ressorti ensuite dans ce grand format, le format Giant Size. C'est une collection chez Panini où plusieurs récits ont été réédités dans ce format-là. Il y a des récits plus anciens ou des récits Star Wars aussi, et du coup ça offre de magnifiques planches. Donc il a été réédité, ou plutôt ressorti le 27 janvier 2021. Cette date est importante parce que le 27 janvier 1945, c'est le jour où les troupes soviétiques ont libéré les prisonniers d'Auschwitz-Birkenau. Voilà. L'histoire a été écrite par Greg Pak. C'est un scénariste qui a travaillé à la fois chez Marvel et chez DC. Mais il est plus connu pour son travail chez Marvel pour World War Hulk. Ensuite, il y a l'artiste italien qui a fait les dessins, les planches de ce comics. C'est Carmine Di Giandomenico. Cet artiste-là a aussi beaucoup travaillé chez DC et chez Marvel. Il est notamment connu pour son travail pour avoir fait les planches du premier tome de Spider-Man Noir, tome 1. Donc on suit les origines de Magneto qui à cette période-là s'appelle Max, qui est un juif allemand. Du coup on suit sa jeunesse, ce qui se passe en Allemagne nazie, parce que c'est sous le régime d'Hitler. Et ensuite on suit sa survie tout au long du récit, à la fois au ghetto de Varsovie et dans le camp de concentration d'Auschwitz. Donc après, donc du coup, je vais vous présenter plus concrètement mon avis. Donc pour moi, ce comics est exceptionnel parce que malgré le titre Magneto le Testament, ce comics-là est important pour le devoir de mémoire parce qu'il raconte, du coup, par le biais d'un personnage fictif, le témoignage d'un survivant de la Shoah. Parce que ce personnage-là a vécu les discriminations en Allemagne, la nuit de cristal par exemple. Il a survécu aussi à tout ce qui est exaction des troupes allemandes, plus spécialement les Einsatzgruppen, lors de leur avancée en Pologne. Notamment, on voit un passage à ce niveau-là, jusqu'à être déporté au camp de concentration
d'Auschwitz-Birkenau, même si à cette période-là, c'est plus vraiment un camp de concentration, ça devient carrément un camp d'extermination, où là, du coup, c'est pas la même musique, on va dire, vu qu'il devient, par le biais d'un ami à lui qui l'a retrouvé dans le camp, un Sonderkommando, qui en gros, c'est des troupes, c'est des prisonniers juifs qui sont chargés de nettoyer tout ce qui est les vêtements et les cadavres des juifs qui ont été assassinés par les nazis. Donc du coup, je vous imagine du coup les images fortes qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce récit. Et c'est pour cela qu'il est exceptionnel, notamment pour le devoir de mémoire qui est transmis, sachant qu'en plus il y a une petite histoire à la fin qui raconte le destin d'une juive qui était obligée de dessiner des prisonniers allemands. Non, qui était obligée de dessiner des prisonniers juifs. Et ensuite, qui aussi, pour calmer les enfants juifs qui étaient les enfants et les familles juives avant qu'ils partent à l'extermination, elle avait dessiné Blanche-Neige et les 7 nains dans un baraquement du camp. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc du coup, pour moi, ce comic, c'est super important pour tout ça. Du coup, je vous invite à le lire et je vous le conseille fortement juste pour le côté historique de la BD, parce que c'est vraiment une BD historique, parce qu'on suit vraiment tous les événements historiques qui se passent, et en plus, c'est pas mal renseigné par certains chiffres et compagnie, notamment sur le camp d'Auschwitz, vu que c'est là où se déroule la fin du récit. Donc pour aller plus loin dans ma critique, je vous conseillerais du coup de lire ce livre-là, qui s'appelle Les Derniers, qui a été fait par une journaliste. En fait, cette journaliste-là a créé un projet où elle recueille tous les témoignages d'anciens survivants de la Shoah. Parce que malheureusement, ces derniers, c'est pour ça qu'elle a présenté ce livre-là, Les Derniers, parce que c'est les derniers qui restent. Et vu qu'il y en a peu, vu qu'avec le temps, certains décèdent, et voilà. Donc du coup, avec ce livre-là, on peut avoir un témoignage de vraies personnes qui ont vraiment survécu à la Shoah. En plus, c'est super bien renseigné, c'est chronologique, on voit tout ce qui est arrestation jusqu'à leur quotidien dans les camps, avec les témoignages qui sont plus ou moins forts, et c'est super intéressant à lire. Et ça peut même se lire après Magnéto Testament, parce que Magnéto Testament, c'est une histoire qui s'imprègne de ces témoignages-là. Du coup, c'est pour ça que je vous invite à lire celui-là. Et juste pour le devoir de mémoire, et sachant qu'en plus, ce livre-là est remis en avant, notamment à ce qui se passe dernièrement. Donc du coup, c'est important que vous le lisiez. Donc voilà. Donc j'espère du coup que ma vidéo vous aura plu, et que si vous voulez avoir plus de détails sur ce comics, je peux essayer d'en faire quelque chose sur ma chaîne, plus approfondi. A plus, et une très bonne vidéo à tous. Moi, je suis d'accord avec lui, lisez-le, effectivement. Et on passe tout de suite, du coup, à Day One, qui va vous parler de Dawn of X, la grande saga X-Men de Jonathan Hickman, et je lui laisse la parole. Salut à tous, je m'appelle Day One, et aujourd'hui, on se retrouve pour une review de Dawn of X, l'univers mutant de Marvel chapeauté par Jonathan Hickman. Petite remise en contexte tout d'abord. Après avoir pris les rênes de l'univers mutant, Jonathan Hickman lança 2 séries en parallèle, avec House of X et Powers of Ten, où il lançait en grande pompe l'univers des mutants, chamboulant complètement le statu quo et écrivant un récit aux propensions immenses, traitant de 1000 sujets et thèmes différents. Une fois ce récit terminé, l'univers mutant étant complètement chamboulé et laissant 1000 portes ouvertes, 6 séries se lanceront à ce moment-là. Et justement, on va parler de ces séries une par une. Je précise que je vais parler uniquement de la partie Dawn of X, et même uniquement des 5 séries prévues en deluxe par Panini pour l'instant. En effet, mon but est de vous faire comprendre un peu pourquoi les dernières éditions de Panini, donc en deluxe, sorties pour Dawn of X, sont vraiment pas à acheter selon moi et qu'il vaut mieux se diriger vers les 100%. Mais bref, assez tergiversé, c'est parti. Alors, la série X-Men étant la série principale, elle est écrite par Jonathan Hickman et dessinée en majeure partie par Neil Francis Yu. Et cette série est déjà le meilleur exemple de pourquoi les deluxe sont une très mauvaise idée à acheter selon moi. En fait, la série X-Men n'est en aucun cas une série classique. Je m'explique. Chaque numéro est indépendant. En gros, Hickman se sert de cette série pour faire littéralement ce qu'il veut. Il ne s'impose aucune limite, que ce soit dans la narration, dans les histoires qu'il raconte, dans les personnages qu'il met en avant, mais du coup, aucun des numéros ne se suit chronologiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a toujours soit un épisode de X-Force, soit un épisode de Marauders, ou alors de Excalibur, qui s'intercalent à chaque fois.
et Hickman va souvent s'appuyer sur les événements de ces épisodes en question pour son épisode de X-Men. Les sujets varient parfois de l'économie par exemple avec un trafic de plantes de Krakoa, à de la politique, ou encore comment est installée la famille Summers par exemple sur Krakoa. La série est vraiment incroyable et elle a franchement les meilleurs épisodes de Dawn of X de manière très régulière. Je pense notamment à l'épisode 4 où Magneto, Apocalypse et Charles Xavier se déplacent à un sommet politique pour donner une leçon aux dirigeants du monde entier. Ou encore le X-Men 6 centré sur Mystique et sur la résurrection d'un mutant très particulier qui fait débat. Ou encore, bien sûr, le génialissime épisode 7 où Diablo et Cyclope débattent religion par rapport à la résurrection et aux différents rites de l'île de Krakoa. Lenny Franciscio dans la partie dessin fracasse tout et donne un aspect absolument incroyable à la série. Globalement, on est donc sur une série absolument insane, donc à lire absolument, mais encore une fois, dans l'ordre voulu de base, donc celui publié en 100% chez Panini et pas en Deluxe. Alors pour Marauders, on est encore une fois sur une série excellente, qui va mettre en avant des personnages comme Kate Pryde, Storm, Iceberg, Bishop, Emma Frost ou encore Sebastian Shaw, et d'autres évidemment. La série parle de Kate Pryde qui, en essayant de rentrer sur Krakoa, ne peut pas passer par les portails. Elle va donc avoir l'idée de prendre un bateau et de monter une équipe pour aller récupérer tous les mutants de la planète qui ne peuvent pas rejoindre Krakoa par eux-mêmes. Souvent parce qu'ils sont retenus otages dans le pays qui ne reconnaît pas la nation mutante. La série a donc un côté très sérieux par moments parce qu'on parle de sujets graves, mais elle sait aussi avoir un certain humour qui est vraiment très cool. Les dessins sont chatoyants et colorés, et c'est hyper cool. Mais la plus grosse force de la série reste le fait qu'elle traite de plein de choses en même temps. Elle est autant capable d'avoir un épisode un peu marrant où on va se retrouver dans un pays pour sauver un mutant, mais l'épisode d'après, ça peut être des épisodes 100% sérieux où on va avoir de la full politique avec Emma Frost, avec Sebastian Shaw ou avec Kate Pryde, autour de divers sujets traités par le conseil de Krakoa par exemple. La série est vraiment super bien écrite, les personnages sont super attachants et super bien écrits et vraiment jouent un rôle majeur dans l'univers global des mutants de Hickman. C'est vraiment un pur plaisir de la lire et elle fait partie clairement des meilleures séries et surtout des plus régulières en termes de qualité. La série est écrite par Jerry Duggan et c'est vraiment une vraie réussite. Alors pour la série X-Force, encore une fois, c'est une des meilleures séries de l'ère Jonathan Hickman sur les X-Men. En fait déjà, dès le premier numéro, la série impose un statu quo énorme et fait vraiment comprendre qu'elle va avoir une importance capitale. Et encore une fois, je reviens à cette histoire avec les Deluxe. Pour moi, si vous lisez les Deluxe, et que du coup, vous avez pas lu le numéro 1 de X-Force avant d'entamer la suite des autres séries, vous allez être oméga spoilé parce qu'il y a un événement absolument incroyable qui se passe durant l'épisode, un événement qui se répercute dans toutes les autres séries. Sinon, à part ça, la série est vraiment sombre, elle est vraiment très sérieuse, elle met en scène notamment Wolverine, Jean Grey, Le Fauve, Domino, Colossus ou encore Kid Omega. En fait, la X-Force, c'est une sorte de force d'intervention utilisée à toutes les fins possibles, qu'elle soit politique, monétaire, d'armement. C'est une série incroyable où dans chaque épisode, un des personnages principaux peut mourir. Niveau dessin, ça suit parfaitement, c'est vraiment magnifique, et avec un style vraiment hyper particulier qui rend la série vraiment unique. Et en plus, la caractérisation des personnages, notamment celle de Domino, est vraiment aux petits oignons, une vraie série coup de cœur. Alors pour New Mutants, déjà, en fait, la série est divisée en deux parties. Il y a une partie qui est écrite par Jonathan Hickman où il va réutiliser notamment les New Mutants qu'il avait utilisés dans son run sur Avengers. Et cette partie-là est plutôt cool. C'est assez intéressant, ils vont dans l'espace, il se passe des choses pas mal. La vraie force de la série est clairement la caractérisation des personnages, mais globalement, elle n'a pas un impact énorme sur l'univers des mutants. La seconde partie, elle est écrite par Ed Brisson. Et encore une fois, la série dépend vraiment des numéros. Certains numéros sont vraiment cool, d'autres sont vraiment pas très bons, ça dépend. Mais de manière générale, c'est vraiment pas la série que j'ai le plus appréciée. Même si elle se laisse lire largement et elle a quand même ses moments très cool. Au niveau des dessins, les deux séries ont des dessinateurs différents qui donnent chacun un style différent. C'est pas forcément hyper mémorable, mais c'est bien sympa, surtout sur la partie Jonathan Hickman qui peut vraiment plaire à certaines personnes. Alors pour Excalibur, la série est écrite par Tiny Howard. Il fait dans l'ensemble un taf plutôt sympathique. C'est une série qui se laisse lire, mais qui a quand même d'énormes défauts, notamment au niveau de la caractérisation des personnages. On y retrouve notamment Captain Britain dans l'Outre-Monde, accompagné par Jubilee, Rogue, Gambit et Apocalypse. Et malgré ce casting 5 étoiles, la série n'arrive jamais réellement à décoller. Elle a pu plaire à certaines personnes, mais le truc c'est que la série a vraiment une importance capitale, notamment dans la suite de Dawn of X avec X of Sword. Du coup, elle va prendre comme base cette série, et elle va pouvoir développer son event autour.
Niveau dessin, c'est plutôt cool, mais pas particulièrement mémorable. Donc c'est vraiment dommage que cette série ne soit pas au niveau, parce qu'étant donné son importance par la suite, ça aurait vraiment été bien qu'elle fasse partie des meilleures séries, ce qui je trouve n'est pas le cas. Voilà globalement mon avis sur Dawn of X. Et pour conclure, je dirais que c'est clairement un must-read. L'unicité de cette période chapeautée par Hickman est juste incroyable. On est sur des thèmes très vastes, hyper intéressants et surtout passionnants. Et en termes de pure science-fiction, c'est un des meilleurs trucs que Marvel ait jamais produit à mon goût. Et même si toutes les séries ne se valent pas, elles forment un tout assez fou en termes de qualité, donc je vous les conseille fortement, mais du coup en 100% Marvel pour lire tout dans l'ordre de sortie. Car chaque série impacte les autres, et les lire une par une, pas dans l'ordre, c'est franchement une idée très mauvaise parce que vous n'allez pas saisir ce qui se passe la moitié du temps, et sur un univers aussi vaste et complexe, c'est quand même bien dommage. Et tout ça sans compter les excellentes séries qui, pour l'instant, ne sont pas encore publiées comme Wolverine ou Aliens notamment, qui j'imagine arriveront par la suite, mais du coup en décalé et ça sera peut-être un peu bizarre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite review vous aura plu. Et moi du coup je vais vous parler de Super Crooks de Mark Millar. Alors Mark Millar vous le connaissez parce qu'il est un petit peu connu, voilà, il a fait Civil War, Jupiter Legacy, Wolverine, du coup le Old Man Logan, Magic Order, Kick-Ass, Kingsman aussi, c'est lui qui a écrit Kingsman, hein, il faut pas oublier que c'est un comics à la base. Donc voilà, le mec a une petite réputation effectivement, Mark Millar, très très bon auteur. Et vous allez voir effectivement que ça joue pour la suite de la critique. Alors petite chose avant de commencer, il faut savoir que Super Crooks se place dans son Millar World. Donc le Millar World, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers, du coup comme un univers Marvel ou DC Comics, mais du coup créé par Mark Millar. Et dedans on retrouve par exemple Jupiter's Legacy, qui est un excellent comics, mais dont la série est extrêmement mauvaise, voilà. Donc il y a d'autres comics comme ça qui se placent dans son univers étendu. Et Super Crooks, du coup, donc l'histoire de Super Crooks se place du coup sur la même planète que les super-héros de Jupiter Legacy. Donc on a par exemple le Prétorien, des super-héros qu'on peut retrouver aussi dans d'autres comics. Et du coup, Super Crooks, qu'est-ce que c'est? On nous vend ça comme le croisement entre X-Men et Ocean Eleven, et effectivement c'est ça parce que c'est un braquage. Donc c'est l'histoire de Johnny Bolt, un super vilain de seconde zone, vraiment pas très fort, il manipule l'électricité donc ça va, tu vois, il est pas nul, mais c'est vraiment un super vilain de seconde zone. Il est quand même très charismatique, donc il peut fédérer les gens autour de lui, mais voilà, c'est quand même une grosse équipe de bras cassés qui va réunir. Et pourquoi il va réunir cette équipe? Parce qu'en fait il va faire un braquage, il veut aller cambrioler du coup, alors ça part du principe, lui il part du principe qu'en fait aux États-Unis il y a trop de super-héros et que c'est impossible du coup de faire des bons braquages et d'exercer le métier finalement, si on peut dire ça comme ça, de super vilain aux États-Unis. Donc il va partir en Espagne sur l'île privée du Bâtard. Donc le Bâtard c'est le plus grand super vilain de tous les temps, son pouvoir c'est de faire exploser les têtes des gens en les regardant, donc il se sert d'un viseur pour bien viser, mais il ne tire pas avec son fusil et juste il fait exploser la tête des gens. Il est extrêmement puissant, extrêmement violent, et lui s'est dit que c'était une bonne idée d'aller le cambrioler. Spoiler, c'est une très mauvaise idée et le braquage va pas se passer exactement comme prévu effectivement. Voilà, ça c'est super cool, c'est le principe, moi j'adore les trucs de braquage, donc forcément le speech de base m'intéresse beaucoup. Et Super Crooks, franchement c'est un récit que vous devez lire. Il n'y a que 4 chapitres, alors ça c'est peut-être la faiblesse, mais j'en reparlerai un petit peu à la fin. Moi je vais d'abord vous dire pourquoi est-ce que j'ai aimé ce comics. Je l'ai aimé parce que déjà c'est extrêmement drôle. Mark Millar, comme je vous ai dit, est un très grand scénariste qui connaît extrêmement bien les codes du super-héros. Et en apparence, dans la structure du récit, on pourrait croire que c'est vraiment un récit extrêmement classique. C'est un récit vraiment qui ne casse pas trois pattes, c'est un canard, vraiment c'est du vu et revu. Mais c'est justement sur ça que Mark Millar va jouer, parce qu'en fait, il va jouer avec les attendus du lecteur. Il va créer un récit du coup à la structure très classique, mais il va y avoir plein de choses qui vont être très très drôles et très très décalées. Et le ton du récit qui se veut très sérieux, très Ocean Eleven, genre décontracté, à la cool, on marche en bande et tout, ça va créer un gros décalage du coup avec les situations parfois qui peuvent arriver. Et franchement c'est super drôle, le comics possède un véritable humour qui lui est propre, vraiment c'est super, l'humour est très très bien travaillé et c'est assez original, franchement ça c'est super cool, on voit pas ça souvent. Donc pour vous donner un exemple du genre de décalage qui est très drôle, moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le gladiateur. Donc le gladiateur qui c'est un espèce de Superman, donc il a vraiment un costume très classique de super-héros, on dirait un enfant qui a dessiné, genre c'est un gladiateur, voilà. Il est gentil, il est bon, il est juste, il est vertueux, c'est vraiment le super-héros de base, tu vois, tu te dis mais genre vraiment voilà, enfin vraiment c'est le Chad de base. Mais en fait il va s'avérer qu'en fait Johnny Bolt a récupéré des vidéos où le gladiateur se touche, voilà, en direct sur son téléphone, et du coup il va lui faire du chantage. Alors déjà rien que ça c'est rigolo, ce chantage là c'est rigolo. Il va lui faire du chantage pour et menacer du coup de montrer ces images à ses enfants si jamais, enfin même de diffuser à la télé si jamais il ne rejoint pas le braquage. Donc le gladiateur va se retrouver forcé de participer au braquage, et en plus de ça on va découvrir que sous son armure vraiment de Chad, de super-héros de base, c'est un espèce de gros daron sous, voilà, il a une grosse calvitie
jacuzzi, il met des costumes moulants roses, enfin vraiment il prend des jacuzzi, ça n'a aucun sens, vraiment le personnage est à milieu de ce à quoi s'attendait, et ce genre de décalage est très très drôle, on a ça tout au long du récit, franchement ça j'ai beaucoup aimé. On a aussi par exemple le Prétorien qui est un excellent personnage qui a en fait plus de 200 pouvoirs différents, et en gros à chaque fois qu'il va utiliser son pouvoir, il va avoir un pouvoir différent, donc il peut tirer des rayons laser, il peut faire du feu, il peut voler, vraiment il peut se diviser, il est extrêmement puissant, vraiment lui qui a la menace omnipotent du truc, et voilà, enfin je vais pas vous révéler du coup sa personnalité profonde, mais vous allez voir franchement le gars est pas net, voilà, on peut se le dire, et vraiment tous les persos sont un peu allumés comme ça. Donc franchement c'est absolument génial, le comic c'est très bon là-dessus. Et j'aimerais rajouter rapidement que le seul défaut du comic c'est qu'il fait que 4 chapitres, c'est assez court et c'est assez dommage. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'aller voir l'animé sur Netflix, parce qu'il y a eu un animé du coup écrit par Mark Millar avec Lenny Liu, donc le dessinateur, à la direction artistique, donc c'est vraiment totalement canon. Et ça rajoute tellement plus de lore et tellement plus d'histoire, franchement c'est génial, c'est donc la même histoire mais étendue, et je vous conseille vraiment d'aller voir cet animé sur Netflix, il est encore plus drôle, encore mieux fait. Déjà rien que regarde le générique. Voilà, là si t'es pas convaincu, moi je peux rien faire pour toi en fait. Convaincu d'ailleurs, un bon pour faire des liens entre les mots. Et ce que je pense effectivement, convaincu, voilà tu l'as. Non mais franchement l'animé est extrêmement drôle, avec la musique, enfin franchement c'est incroyable. La première utilisation que fait Johnny Bolt de ses pouvoirs, c'est hilarant, franchement c'est vraiment... En fait c'est pareil, le décalage avec les animés et les séries qu'on peut voir de super-héros, le décalage est tellement immense. Franchement c'est vraiment génial, on dirait presque un animé, enfin c'est le croisement entre un animé manga et du coup une série de super-héros. Franchement c'est absolument génial, c'est à voir au moins une fois. Non voilà, franchement ça fait très Ocean Eleven, le braquage est franchement je trouve assez réussi, surtout dans l'animé parce que ça arrive beaucoup plus tardivement, alors que du coup dans le comic c'est basé que sur ce braquage là. Dans l'animé vous allez voir plus de choses, c'est franchement pas mal. Et voilà, donc c'est très Ocean Eleven, les inspirations, très Reservoir Dogs avec on marche en bande comme ça, franchement c'est assez cool, je vous dis vraiment l'ambiance est très réussie, l'humour est très... Enfin vraiment l'univers est franchement très bien réussi, c'est assez cohérent, les pouvoirs ils ont tous des pouvoirs un peu nuls en plus, donc c'est ça qui est assez marrant, tu vois, il y en a un il change la météo, bon c'est éclaté si tu veux, genre il peut mettre la pluie, vraiment il peut faire slash weather sur Minecraft, c'est tout en fait, donc franchement, et ça peut être utile alors que là, les mecs en face ils crachent du feu si tu veux, voilà, non franchement c'est très réussi et je vous invite vraiment du coup à découvrir ce comics. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu sincèrement. Merci beaucoup à Detective Max, à Day One et à Tivol qui ont participé. Franchement, merci beaucoup à vous les gars, c'est super. Moi j'ai beaucoup aimé faire ce projet. Ça permet, je pense, de découvrir un maximum de comics et de nouveaux vidéastes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Franchement, ça m'intéresse. Dites-moi si on pourrait faire une V2, peut-être avec quel youtubeur on pourrait collaborer. Et sur ce, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui nous aide le plus. À vous abonner évidemment et à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?